Chers amis et très chers ennemis, bienvenue dans Quelle semaine? La France, tout le monde le sait, est assise sur une bombe à retardement. Les événements se bousculent et bousculent tout, à tel point que franchement, je ne sais pas comment ça fonctionne dans vos têtes, mais moi j'ai du mal à avoir des points de repère tellement le désordre qui nous envahit, la folie qui nous étreint est gigantesque. Elle dépasse l'expérience historique. On va parler d'abord de Marseille, du drame qui, une fois de plus, a ensanglanté cette ville, Marseille mortelle. Et puis, comme il faut bien parler de la situation politique, on évoquera le vote de lundi, où le Premier ministre attend de savoir, à mon avis, il peut toujours attendre, s'il aura ou pas la confiance des députés. À l'instant où je vous parle, je suis dans un piège parce que j'enregistre dimanche et je ne sais pas de quoi lundi sera fait, mais enfin, il y a peu de chances pour que le Premier ministre soit encore Premier ministre dans quelque temps. Marseille, ville mortelle. Un Tunisien armé de 2 couteaux et d'une matraque, vous le savez, cela vous a été répété par les télés, par les radios, par les journaux, a blessé plus de 5 personnes. Tout cela parce qu'il avait un différend locatif avec le propriétaire de l'hôtel dans lequel il louait une chambre qu'il ne payait pas, bien entendu. Alors comme il n'était pas content, il a sorti les couteaux et il a frappé. Il était arrivé clandestinement en 2018 et avait régularisé sa clandestinité en se mariant. C'est donc un fruit de l'immigration. Il avait bien sûr, pour rendre répétitif et exaspérant la mécanique, des antécédents judiciaires puisqu'il était inscrit au fichier des antécédents judiciaires. Il avait menacé, on le sait par le témoignage d'elle-même, d'égorger sa compagne, et il avait été condamné pour violence aggravée avec arme, un couteau, un poignard sur son neveu. Pour ces méfaits, il avait été condamné à 5 ans de prison, dont 1 an de prison avec sursis. Au moment du drame, il était à quelques mètres de la Canebière. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il avait été également convoqué pour incitation à la haine raciale parce qu'il avait tenu des propos antisémites. Au moment où le drame se produit, il est à quelques mètres de la Canebière. Moi, je connais bien Marseille, c'est la ville où je suis né, et je vois très bien. Il aurait fallu de peu de choses, de quelques mètres, pour qu'il arrive sur la Canebière, et que là, on assiste à un bain de sang. Heureusement, les policiers passaient par là, des policiers de la police de l'air et des frontières, qui l'ont neutralisé, comme on dit maintenant, pour dire qu'ils l'ont abattu. C'est l'époque de l'euphémisme, c'est comme ça. L'après-drame. D'abord, la réaction du maire de Marseille. Interviewé par CNews, il refuse de faire un lien entre l'immigration et le drame qui vient de se dérouler. Oui, il refuse de faire un lien entre l'immigration et le drame que je viens de vous décrire dans sa criminogénèse. Alors que 72% des Français, selon un sondage CSA Europe 1 CNews, font un lien entre l'insécurité, la délinquance et l'immigration. Et que la plupart des hommes politiques, à l'exception peut-être de Mélenchon et compagnie, font ce lien maintenant, parce que c'est devenu une évidence. La Tunisie a réagi. Croyez-vous qu'elle a présenté ses excuses aux victimes? Croyez-vous qu'elle a souhaité un bon rétablissement aux victimes? Non. Elle a dénoncé, je cite,
le meurtre injustifié de son ressortissant, qu'entre nous, elle aurait pu se garder. On est arrivé à ce point de déliquescence française que des pays étrangers, là, la Tunisie, qui devrait normalement la fermer, se permettent de se moquer de nous, parce que prétendre qu'il s'agit d'un meurtre injustifié, alors qu'on voit sur les images l'homme au couteau se ruer sur les policiers, c'est vraiment se foutre du monde. Oui, à Samia Ghali aussi, qui se réclamait, il fut un temps, du FLN. Ils étaient quoi, vos grands-parents? Ils étaient quoi, FLN? Ils étaient FLN, oui, on est une famille d'FLN et Famille on l'est d'FLN. encore, ouais. Les femmes comme les hommes? Les femmes comme les hommes, ouais, elles étaient combattantes et oui, c'est une famille d'FLN. Qui a appelé, tenez-vous bien, à la retenue. À la retenue. C'est le Tunisien qu'on aurait mieux fait de retenir entre nous. Hein. Voilà. Tout ce qu'on peut dire de cet après-drame est toujours le même constat. Qu'est-ce qu'on fait contre l'immigration dangereuse? Qu'est-ce qu'on fait contre l'immigration délirante? Qu'est-ce qu'on fait contre l'immigration menaçante et qui se signale par des signes criminologiques dans le processus de criminogénèse qui conduira au passage à l'acte? Qu'est-ce qu'on fait? Rien. On ne touche pas au droit du sol. On ne défait pas les associations qui contribuent à l'immigration illégale. On ne rétablit pas le délit de séjour irrégulier. On ne reconstruit pas les frontières alors que l'Allemagne le fait, le Danemark le fait, la Pologne le fait, d'autres pays le font. On ne supprime pas le regroupement familial. On maintient, Bayrou a fait un geste, mais on maintient dans sa totalité l'aide médicale, alors qu'on devrait avoir une aide médicale d'État d'extrême urgence. Rien d'autre, et non pas une aide médicale d'État de confort qui ruine les caisses de la sécurité sociale et qui constitue un appel considérable de l'immigration vers la France. On ne fait rien. Blablabla, de la parlotte, des émissions de télévision, mais rien de concret, rien. Donc, si Bayrou s'en va, franchement, on ne le pleurera pas. Au moment où je parle, bien sûr, je ne sais pas ce que le Parlement va voter, mais d'après les calculs simples, il aurait 330 voix contre lui et seulement 210 voix pour lui, sauf mouvement tellurique, sauf combinaison de dernière minute. En définitive, qu'est-ce qui l'anime? Celui qui pourra dire sur sa carte de visite « J'ai été Premier ministre », puisqu'on n'exige pas de faire figurer le délai d'exercice. Mais quelle mouche l'a piqué? Là, il faut réfléchir, hein, parce que toutes les hypothèses sont possibles. D'autant plus qu'il fait un chantage. Il prétend avoir découvert, au terme d'un diagnostic sur la situation, que l'on doit faire des milliards et des milliards, plus de 40 milliards d'économies, et que la situation de la France est catastrophique, comme si on ne le sait pas, comme si depuis Fillon qui avait parlé de faillite, on ne le savait pas. On le sait, mais on vit dans la faillite, on meurt à crédit. Mais lui, le docteur Bayrou, véritable médecin de Molière, il a fait le diagnostic et il se considère comme la médecine. Oui, du temps de Molière, la médecine, c'était le médecin. Du temps de Bayrou, la médecine, c'est le médecin. Et il dit, si je m'en vais, alors que j'ai fait les diagnostics, vous êtes tous des lâches. Alors qu'il a participé depuis 40 ans à toute la vie politique, qu'il a voté pour Ségolène Royal, qu'il a voté pour François Hollande, et qu'il est donc co-responsable de toutes ces politiques. Oui, on peut reprendre la formule de Sarko, qui parfois en a quelques-unes d'heureuses, c'est un suicide politique. Mais pas forcément, pas forcément. Moi, je vous donne mon point de vue, je n'oblige personne à le partager. Autour de moi, peu de gens le partagent.
je pense que Bayrou est atteint du complexe du panache. Il veut partir avec panache. Et entre le coup de pied au cul de la motion de censure et la chute sur l'absence de confiance qu'il aura demandé, il choisit bien évidemment la solution de la confiance, ou plutôt de l'absence de confiance, pour partir sur son cheval blanc efflanqué et pour dire qu'il a enfin dit la vérité aux Français, et un peu comme un Churchill, sauf que lui, il se battait pour la victoire, il a eu le mérite de nous dire que des larmes, du sang et des pleurs nous attendent. Alors la question c'est après la chute, une fois que Bayrou aura fait sa cabriole dans l'histoire, qu'est-ce qui va se passer? Le PS, personne n'en veut. Bon, fort en rêve. Ce serait extraordinaire que ce branquignol devienne Premier ministre. Vous me direz, dans la déliquescence à laquelle on assiste, tout est possible. Mais toutes les droites s'y opposeraient, semble-t-il. Sarko a dit « Je suis persuadé que la stratégie du Front républicain ne marchera pas une deuxième fois. » Il a raison. Alors, après Bayrou, dont on verra au loin le panache blanc s'éloigner jusqu'à Pau, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que la dissolution. Et à terme, la démission. À terme, je dis bien, quand l'usure sera arrivée jusqu'au bout, quand l'usure sera extrême, la démission de Macron. Je rappelle que De Gaulle a démissionné quand même, donc ce n'est pas scandaleux que de voir un président de la République qui a la légalité mais qui n'a plus la légitimité démissionner. Il y a un vieil adage, forcément, puisqu'il est romain, il ne peut pas être jeune, mais c'est une jeunesse moderne que celle des Antiquités, parce qu'elle a encore toujours raison, qui dit, je vous le dis en latin pour me faire plaisir, abyssus abyssum invocat. L'abîme appelle l'abîme. Et oui, on va aller à partir de maintenant d'abîme politique en abîme politique. Même si Macron essaiera par tous les moyens, même par une intervention feutrée, calfeutrée, sous des prétextes fallacieux en Ukraine pour se donner un air de chef de guerre et pour essayer sur le terrain extérieur de faire oublier ses gifles, ses échecs cinglants à l'intérieur. La cote de confiance est de 15% aujourd'hui. Alors Bayrou, il n'aura pas la confiance, mais Macron, il n'a pas beaucoup de confiance. D'abîme en abîme. Franchement, l'irresponsabilité qui s'est emparée du système politique fait peur. Elle s'accompagne d'un mépris de l'intérêt national. Le bilan général, toute action politique de tous hommes politiques confondus, c'est le néant et le mépris des Français, le mépris de la souffrance des Français. Allez, essayons de sourire un peu dans cette obscurité. Deux hommes dans un restaurant qui s'appelle, devinez, le Coucou. Oui, ils étaient dans un restaurant qui s'appelle le Coucou, Thomas Legrand et Patrick Cohen, les deux journalistes de gauche. Thomas Legrand se fait repérer par des journalistes de l'Incorrect qui, incorrectement, vont filmer et enregistrer la conversation entre les deux journalistes et deux hauts responsables du Parti socialiste, le secrétaire général du PS et le président du Conseil national du PS. Et l'oreille incorrecte va entendre que Legrand, qui fait des leçons à tout le monde comme Cohen, ils passent leur temps à faire des leçons de morale, mais comme tous les tartuffes. Et l'oreille incorrecte entend Legrand qui dit « Nous, on fait ce qu'il faut pour Dati. Patrick, entre parenthèses, Cohen et moi. » Vous n'allez quand même pas me faire croire qu'ils sont là
pour un rendez-vous besogneux de travail. C'est évident et c'est scandaleux ce qui se passe, d'autant plus que France Inter est réputée quand même pour son penchant à gauche. Et les donneurs de leçons se retrouvent en caleçon. Alors là, ils le prennent mal, ils réagissent. Alors, ils mettent en cause la bolosphère, le Figaro, et on a même un communiqué du Parti socialiste qui, pour venir en aide aux deux journalistes en caleçon, va se communiquer jusqu'à dire que c'est la faute de l'extrême droite, que c'est la faute de Le Pen, que c'est la faute du complotisme, qu'on porte atteinte à l'indépendance de la presse. Et oui, ils nous ressortent tous les vieux machins pour se tirer d'affaire. L'extrême droite, Le Pen, chaque fois c'est pareil, parce que Le Pen lave plus blanc, l'accusation d'extrême droite lave plus blanc, le complotisme lave plus blanc. Alors, pour se tirer d'affaire, c'est ce qu'ils font. Et du côté des deux journalistes, on dit que la vidéo a été volée. Alors, on dit qu'il y a une atteinte à la liberté de la presse, comme si la liberté de la presse, c'était d'aller combiner avec un parti politique. Alors la vidéo, bon, elle a été volée, sur la forme, c'est pas faux, mais que fait France Télévisions avec envoyé spécial et complément d'enquête? Rien d'autre. Et là, personne ne trouve rien à redire. Enfin, même de Rugy s'indigne sur le fait que la neutralité est disparue au profit, je le cite, du militantisme politique. Le Monde est venu défendre ces deux journalistes en attaquant CNews, la bolosphère et l'extrême droite. Alors maintenant, écoutez, on attend l'Arcom. Hein. On attend l'Arcom. Ciotti a demandé quand même que l'Arcom se saisisse de l'affaire parce que c'est France Inter, ce sont nos impôts, vous comprenez ? CNews, c'est pas nos impôts, c'est une chaîne privée, alors que France Inter, c'est une radio publique, ce sont nos impôts. Et moi, j'ai pas envie de payer avec mes impôts une propagande qui est favorable à la gauche et à l'extrême gauche. Pauvre, pauvre, pauvre France. Alors, pour me réconforter, je vais vous citer une toute petite phrase de Victor Hugo que Mauriac aimait bien citer chaque fois qu'il évoquait, dans les années de guerre, la situation dramatique du pays. Ô libre France, enfin surgit, ô robe blanche, après l'orgie. Allez, que tous ces orgiaques se cassent vite. Merci d'être aussi nombreux avec nous. Rejoignez-nous en cliquant sur la petite cloche pour qu'on soit de plus en plus nombreux à appeler à la résistance et à signer l'appel de De Villiers. Merci, à la semaine prochaine. Ah, j'oubliais. Cohen a décidé de porter plainte contre l'incorrect. Il fallait que je le dise par objectivité. On va bien se marrer s'il y a un procès. À la semaine prochaine.